Bonjour, du coup Sylvain Daillé, chef du pôle planification et urbanisme à la direction départementale des territoires des Alpes de Haute-Provence. Donc j'ai l'honneur d'être le premier à passer et de pouvoir vous faire une introduction rapide de 10 minutes sur l'urbanisme. Donc elle va se décomposer en 3 points. Donc d'abord, je vais vous faire une petite introduction réglementaire qui va vous permettre de mieux vous repérer dans l'ensemble des réglementations et dans l'ensemble complexe qu'est la planification en France. Ensuite, je vais vous développer des points prioritaires qu'on regarde en DDT dans ces documents d'urbanisme sur la thématique de l'eau. Et enfin, je vous ferai un petit mot rapide sur comment les acteurs de l'eau peuvent être associés à l'élaboration de ces documents. Donc la présentation est synthétique et rapide, donc je vais faire quelques raccourcis. N'hésitez pas en fin de présentation à me poser des questions pour approfondir certains points. Donc premièrement, le contexte réglementaire. Ce que je vais vous demander, c'est de vous intéresser au schéma qui est en bas de la diapo. Sur la partie haute, vous pouvez voir toutes les normes supérieures. Donc on peut retrouver la loi montagne, la loi littorale, le schéma régional, le SRADET, qui est le document d'urbanisme de la région, et deux documents que vous connaissez plus, le SDAGE et les chartes de PNR et de parcs naturels et de parcs nationaux. Donc, ensuite, vous voyez bien que le SCOT, c'est le document qui centralise tout ça. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'est un document stratégique qui fait justement le pivot entre les normes nationales et la réglementation plus locale. Par contre, ça reste un document stratégique, donc il donne des orientations et il se situe à l'échelle de l'EPCI, d'un EPCI ou de plusieurs. Voilà. Donc, il a été un peu rénové par la loi Elan 2020 et notamment le projet politique qui s'appelait le PADD, qui s'est transformé en plan d'action stratégique. Et c'est notable parce que du coup, au lieu d'avoir un projet politique, on a plusieurs actions qui viennent décliner justement ce projet politique et l'approfondir avec des fiches actions. Voilà. Et en dessous de tout ça, on a le PLUI ou le PLUI d'ailleurs, qui est un document opérationnel et précis à la parcelle. Donc, il vient vraiment décliner l'urbanisme à l'échelle locale. Voilà. Et donc, le document de référence pour la thématique eau au sens large, c'est le SDAGE. Et donc, dans notre territoire, c'est surtout le SDAGE Rhône-Méditerranée. Voilà. Donc là, je vais vous faire la hiérarchie des normes vues depuis ce SDAGE. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le SDAGE, il y a plusieurs orientations fondamentales. Et donc, la numéro 4, elle dit que tous les enjeux du SDAGE doivent être intégrés dans les projets d'aménagement du territoire et notamment dans les documents d'urbanisme. Voilà. Donc, ce qu'on peut retrouver, c'est que le SDAGE, il se décline à la fois dans le SCOT et le PLU. On comprend bien que le SCOT, c'est un document plutôt stratégique et que le PLU, c'est bien la passerelle entre la phase de planification et la phase opérationnelle, la phase projet. Voilà. Et donc, en dessous, il y a écrit le SRCE, aujourd'hui, qui est remplacé par le SRADET, qui, en PACA, est opposable depuis déjà un an. Donc, voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de voir concrètement quels sont les principaux points d'attention qu'on regarde et qu'on analyse en tant que service de l'État pour que tous ces enjeux de l'eau qui sont déclinés dans le SDAGE soient présents au niveau du SCOT et du PLU. Donc, voilà. Déjà, premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le SDAGE, on traite l'eau de manière générale et que dans un PLU, on traite de la planification et que la première chose à faire, c'est de retrouver les points de croisement entre ces deux thématiques parce que il y a certains points dans le SDAGE qui sont abordés qui ne peuvent pas être traités dans un PLU ou dans un SCOT. Donc, sur les nombreuses orientations fondamentales que contient le SDAGE, il y en a 4 en particulier qui se déclinent très très bien dans un PLU. C'est protéger les milieux aquatiques. On a celle sur les risques naturels, inondations notamment, mais pas que. On a la numéro 3 qui exige une cohérence entre les équipements publics et le projet de développement. Et aussi la numéro 5 qui
insiste pour préserver et protéger les ressources en eau. Voilà, donc là, on attaque les points prioritaires. On va attaquer d'abord par le schéma de cohérence territoriale. Donc, c'est un document stratégique, c'est plutôt des points à surveiller et sur lesquels il faut encourager les porteurs de projets à approfondir au maximum. Donc, sur l'orientation fondamentale numéro 3 relative aux équipements publics, il faut insister pour que les EPCI, les mandataires du SCOT, réalisent un diagnostic poussé de leurs installations et, si nécessaire, réalisent des programmes de travaux et sensibilisent au mieux les pétitionnaires sur la consommation. Donc là, c'est un des rôles sur lesquels les services de l'État appuient pour que toutes ces actions soient développées jusqu'au bout. Ensuite, sur les milieux aquatiques, aujourd'hui, le SCOT, il permet justement, on a de la connaissance régionale, nationale sur les zones humides. Le SCOT peut être le moment où on fait un repérage encore plus fin de toutes ces zones humides. Je pense notamment à celles de moins de 1000 m². Ensuite, on peut réaliser dans le SCOT un ciblage et une hiérarchisation des zones à enjeu, notamment les discontinuités de trame verte et bleue, etc., cibler et proposer des actions. Mais aussi, on peut proposer des méthodes de protection harmonisées à tous les PLU qui vont être dans le périmètre de ce SCOT, qui vont arriver ensuite. Ensuite, concernant les risques naturels, on peut identifier les communes, les parties de communes à enjeu sur lesquelles il n'existe pas encore de PPRN et proposer de mieux analyser, de mieux comprendre le risque qui existe. Et on peut aussi impulser, et ça c'est très important, des méthodes de gestion ou des actions sur le ruissellement et les eaux pluviales pour gérer ça. Et donc, c'est la petite attention que je voulais vous dire, c'est que les acteurs locaux aujourd'hui dans la version rénovée du SCOT peuvent être associés largement dans l'écriture et la mise en œuvre de toutes ces actions. Ensuite, pour ce qui concerne le PLU, on surveille 4 points principaux. Donc, parce que je voulais aborder ça avec vous, parce que c'est des points qui peuvent générer, d'un point de vue juridique, une annulation totale du PLU s'ils sont soulevés et si le juge décide de suivre la requête. Donc, le premier, c'est la base un peu de l'urbanisme, c'est que le but de l'urbanisme, c'est de dire on peut accueillir de la population supplémentaire que si les équipements publics sont suffisants pour accueillir cette population. Voilà, donc, c'est la première question qu'on se pose. La question numéro 5, c'est relative à l'alimentation en eau potable. C'est en gros, est-ce qu'il y a une servitude d'utilité publique ou pas, ou est-ce qu'on a sécurisé le point de captage et son périmètre rapproché et éloigné. C'est pour ça le petit jeu de mots avec déclaration d'utilité publique, est-ce qu'on a réalisé ça. Ensuite, sur l'orientation fondamentale numéro 6, c'est la protection des milieux aquatiques. Qu'est-ce que le PLU met en place pour protéger tous ces milieux? Et ensuite, pour la protection des risques naturels, est-ce que le PLU a bien traduit la connaissance du risque et protège suffisamment la population du risque naturel qui existe sur le territoire? Donc, ce que je voulais revenir vers vous, c'est l'association qui est de plus en plus facilitée. Donc, elle est de 2 types. Il y a les personnes publiques associées. Donc, celles-là, c'est des personnes privilégiées pour accompagner toute procédure de document d'urbanisme. Donc, il y a notamment le préfet et les parcs naturels nationaux et régionaux. Ensuite, toutes les autres associations de protection de l'environnement agréées peuvent, à leur demande, et je les y encourage, être consultées dans l'élaboration de ces documents d'urbanisme. Donc, pour faire valoir leurs enjeux et aussi leurs connaissances. Et donc, en conclusion à tout cela, ce que je vous dis, c'est que c'est souvent un document d'urbanisme un temps long, c'est entre 3 et 4 ans, quel que soit le type de document. Donc, ça permet à tous les acteurs de se rencontrer, de se poser, de prendre du recul, d'échanger entre eux et de trouver un équilibre. L'urbanisme, c'est ça, c'est un équilibre entre plusieurs enjeux. Et donc, pour cela, n'hésitez pas à solliciter les communes et les EPCI pour être associés à toutes ces démarches et ainsi porter vos enjeux et votre connaissance dans l'élaboration des projets de territoire de chaque entité. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions.